Donc bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc cette semaine, on va essentiellement explorer un petit peu dans le fil de ce qu'on a vu la semaine dernière, la symbolique de Mars-Pluton, qui est précédée par l'entrée de Neptune dans le signe des Béliers. Donc c'est intéressant aussi parce que lorsque Neptune rentre dans le signe du Bélier à ce point zéro, elle est quelque part cette planète, enfin Neptune est dans le domaine céleste de Mars-Pluton et ils sont aussi du coup en sextile. Donc il y a vraiment un lien qui commence aussi ce renouveau de 2026 avec tout le changement des transpersonnels dans des signes d'air et de feu. Donc on est vraiment dans un nouveau paradigme qui commence un petit peu à s'établir, même si bien sûr Neptune va rester 14 ans, Uranus 7 ans dans le signe des Gémeaux, Pluton 20 ans en Verseau, donc il va falloir aussi euh, j'allais dire que les cycles passent, que les conjonctions avec les personnels se mettent en place pour qu'on voit vraiment la matière. Donc là, ce que je vais toujours essayer de transmettre, c'est d'un point de vue archétypal et symbolique, en sachant aussi que je ne prétends jamais épuiser la signification d'un symbole. Donc j'essaye toujours de nuancer, c'est-à-dire, comme j'ai pu le faire en reprenant un petit peu mes écrits sur Instagram, un autre apport de Pluton. En aucun cas, je ne nie l'aspect ombre de Pluton, hein, mais c'est toujours essayer de mettre de la nuance et essayer, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur Mars-Pluton, donc à la fois décortiquer d'un point de vue symbolique, archétypal, ou parfois aussi avec des références mythologiques pour essayer de voir les différentes manifestations. L'archétype est par définition multivalent. Alors, je ne sais pas si on dit multivalent en français, mais c'est-à-dire qu'il s'exprime d'énormément de manières, hein. Pluton, c'est autant l'alchimiste ou l'image archétypale de l'alchimiste, la volonté peut-être de puissance de Nietzsche, l'éros et Thanatos de Freud, le Pluton politique, c'est les dictateurs, les tyrans et les régimes totalitaires. Le Pluton, d'un point de vue de la psychologie des profondeurs, c'est cette énergie psychique de la libido, très sexuelle pour Freud et qui a une autre dimension pour Jung. Donc, vous voyez, en fait, il y a toute une richesse du symbole et à chaque fois, mon intention dans les vidéos, c'est de vous proposer certaines facettes, mais bien sûr, je ne... Voilà, parfois, il y a mes propres limitations ou les propres limitations de notre thème ou de ce qu'on ne veut pas voir. Donc, j'ai jamais, je le répète suite à des fois certains commentaires que j'ai pu avoir, je n'ai vraiment jamais la prétention d'épuiser toute la richesse symbolique. Donc, je vous remercie aussi pour vos partages et pour vos compléments. Donc, on va avoir la conjonction Mars-Pluton en Verseau qui a lieu dans la nuit de mardi et mercredi pour la France. Donc, je vais commencer un petit peu en sens inverse, même si en effet Neptune rentre en Bélier avant, mais c'est parce que quelque part cette conjonction est importante puisqu'elle marque aussi l'entrée de Neptune en Bélier. Donc, Mars en Verseau, c'est j'allais dire, si on essaye d'un point de vue plus des anciens, il n'a pas de dignité, hein. C'est ce qu'on appelle pérégrine, c'est-à-dire qu'il n'est ni exalté, ni en chute, ni en exil, ni en domicile, hein. Mars est toujours le principe qui va évoquer l'action, le courage, mais aussi la violence. Donc vous pouvez jouer avec Mars et ses images archétypales. Ça va autant de l'image archétypale du guerrier, du héros, du chevalier. Et pour moi, en Verseau, il est une autre facette, hein. J'évoque souvent avec Mars en Lion, le côté de l'archétype du chevalier en lien avec les chevaliers de la table ronde, la noblesse du cœur. Là, dans Mars en Verseau, vous êtes, j'allais dire, dans l'étape, on pourrait dire, du chevalier où il va redistribuer au monde ce qu'il a trouvé pour lui-même, où il va partager, où il va être mu par des idéaux, où il va tendre vers l'universel. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez intéressant parce que Mars, qui est le principe, j'allais dire, de celui qui défend notre soleil ou qui défend aussi notre individualité, là se trouve dans un signe qui nous parle de l'universel, qui nous parle du collectif, qui nous parle de la fraternité, hein. Donc c'est pour ça qu'on pourrait dire que Mars en Verseau se revêt d'habits d'un rebelle pour une cause, d'un révolutionnaire idéaliste, d'une envie d'agir au nom d'idéaux ou d'une nouvelle conscience, hein. C'est aussi un gardien et protecteur de ses idéaux. Il va œuvrer pour la liberté, il va œuvrer pour l'autonomie. Alors, on voit bien sûr que la conjonction à Pluton met à mal, en quelque sorte, cet idéalisme du Verseau
gardé par Mars, on pourrait le dire ça comme ça. Hein. Pourquoi? Parce que Pluton va soit soulever les ombres, soit nous demander justement de regarder est-ce qu'on est en train d'agir en trahissant nos idéaux, est-ce qu'on est en train de détruire et d'utiliser aussi des forces beaucoup plus, on pourrait l'appeler, c'est pas la force obscure, mais des forces beaucoup plus lourdes, beaucoup plus compliquées à l'intérieur de nous pour pouvoir mettre en place un nouveau système. Hein. Donc ça, c'est vraiment des questions qui vont être posées, surtout que toujours quel est le risque, et je le répète souvent, et d'ailleurs je relisais le livre Aion de Jung aussi pour préparer la vidéo, et vous allez voir pourquoi dans quelques instants. C'est cette idée aussi que le danger des ismes, hein, de l'universalisme, toujours le Verseau, au nom d'un système, au nom d'un idéal, peut avoir cette froideur hein, qu'on va retrouver aussi dans la menace technologique, ce détachement dans l'action, donc au nom de la cause, au nom d'un principe et d'un idéal, on peut se couper du signe en face. Donc, c'est pas l'humanité, parce que c'est aussi ambivalent, c'est aussi un signe très humain, le Verseau, mais on se peut se couper vraiment du cœur parce que, au nom de la liberté, au nom de vouloir sauver quelque chose, hein, mais du coup aussi au nom des fois d'appliquer des principes qui peuvent être douteux parce qu'ils vont imposer un universalisme, c'est-à-dire qu'ils vont limiter la singularité au nom d'un principe supérieur. Hein, je me rappelle, c'était quelque chose que j'avais vu lors de mes études, vous savez, au nom de la dignité humaine, et comment c'était le lancer de nain de Morsan-sur-Orge, pour ceux qui se rappellent de cet arrêt, c'est-à-dire qu'au nom de la dignité humaine, un nain qui avait pourtant consenti volontairement à être lancé avait été puni au nom justement de la dignité humaine, donc d'un principe supérieur. Et ce qu'on nous avait expliqué d'un point de vue juridique, c'est un glissement aussi des droits de l'homme, puisque les droits de l'homme sont basés sur autonomos, donc l'autonomie, hein, de fixer ses propres règles. Donc là, ça peut illustrer quelque chose d'un point de vue, j'allais dire, plus sociétal. Et forcément, quand vous avez Mars qui dialogue avec Pluton, il y a énormément de façons de le voir, mais c'est sûr qu'on peut penser à l'aspect plutôt ombre de Pluton, hein, que je ne nie pas, et c'est pas parce que j'essaye de montrer qu'il y a des fois il y a une profondeur dans Pluton qu'il n'y a pas aussi un aspect ombre. Il y a toujours de l'ombre et de la lumière, on pourrait dire, dans les archétypes planétaires, et souvent les symptômes très criants des planètes sont plutôt dans le côté ombre, et si on reprend juste le contexte de découverte de Pluton. Pluton, c'est dans les années 30, c'est la montée des fascismes, c'est justement cette quête de l'homme nouveau que vous pouvez retrouver dans des théoriciens fascistes comme Drieux-La Rochelle. Vous savez, c'était cette idée qu'il y avait une décadence dans l'humanité et donc il fallait créer un nouvel homme. Hein. Donc il y a aussi des fois, d'un point de vue plus théorique, dans Pluton, cette envie de régénérer quelque chose avec des théories très douteuses. Hein. Il y a aussi la montée des films de gangsters, de la criminalité, du trafic de drogue, de la corruption. Hein. Nous, d'ailleurs, la semaine dernière, c'est l'exemple, en tout cas, c'est pour ça que parfois aussi, je n'ai pas de commentaires sur l'actualité puisque ça peut se manifester aussi différemment. Mais au Guatemala, il y a un été de siège qui a été décrété justement dimanche dernier puisque les gangs, hein, les pandillas, qui sont des gangs à la fois du narcotrafic ou des extorsions, ont voilà, tué des policiers, pris les prisons. Donc on voit vraiment là l'aspect plutonien dans une de ses facettes qui peut être très lié, comme je vous le disais, à tout ce qui est de l'ombre et à tout ce qui est de l'ordre de la criminalité. Donc, en effet, Mars-Pluton peut amplifier les actions criminelles, réveiller la peur, parce que Pluton, il a de la force, et ça, c'est quelque chose que souvent Richard Tarnas a mis en lumière. Pluton fait quelque chose de petit grand et quelque chose de grand petit. C'est comme si Pluton se nourrit de l'ombre. Donc, du moment qu'une action, qu'un gang, que de la corruption, tout ce qui n'est pas vu, j'allais dire, est du domaine de Pluton, et ça a une force qui semble petit parce qu'on ne le voit pas, mais qui peut avoir des proportions et vraiment tirer les ficelles ou manipuler les choses. Hein. Alors que quand par contre Pluton parfois est révélé au grand jour, il perd quelque part de sa puissance puisque sa puissance se nourrissait de l'ombre. Je ne sais pas si je suis claire.
Et Pluton, il a aussi cette capacité de totaliser l'expérience. Alors, quand je dis ça, je fais vraiment référence à cette dimension de Pluton liée parfois au régime totalitaire où il prend toute la place. Hein. Donc, au niveau individuel, c'est vrai que quand il y a Pluton-Mars, comme on a eu Pluton-Mercure et Pluton-Vénus, hein, il peut y avoir beaucoup plus d'obsession ou cette dimension justement de quelque chose qui était dans l'ombre, là d'une compulsion, on pourrait dire plus avec Mars, de quelque chose qui a envie qui nous agit, hein, plutôt qu'on a l'impression qu'on agit avec conscience. Normalement, Mars, on agit avec conscience. C'est une planète personnelle. On va savoir, ça va dépendre de vos Mars. Si vous avez un Mars en taureau, c'est plutôt peut-être l'action calme. Un Mars en bélier, vous avez plutôt ce qui va motiver votre action, la recherche d'expérience ou la recherche d'intensité. Hein. Là, quand Mars dialogue avec Pluton, il y a plus la possibilité de voir que certains de nos actes nous dépassent un petit peu, non pas qu'ils sont justifiables, mais ils sont mus par des forces qui nous habitent et qui nous agissent. Et je pense que sur la scène extérieure, on peut le voir, on voit quelque part aussi la possibilité de se révéler les ombres, et surtout, on pourrait dire, alors je prétends pas, je suis pas du tout philosophe, mais je me dis, je réfléchissais sur Mars-Pluton, et je me dis, ça nous questionne vraiment aussi sur le mal, et il y a toujours des synchronicités, je trouve étonnantes entre l'astrologie et des choses, des fois, qui n'ont rien à voir, mais j'écoutais alors je suis toujours un peu loin et un peu frustrée pour recevoir les livres, mais j'écoutais la grande librairie, justement, sur tous les ouvrages la semaine dernière qui questionnaient, justement, le mal, notamment un livre sur la peine de mort. Enfin, et je trouvais tellement l'illustration en fait de questionnements profonds plutoniens. Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Quelle est l'origine du mal? Et c'est là où j'ai repris le livre de Jung, Aion, où, alors j'espère bien, parce que c'est des notions parfois un petit peu complexes qui sont plus difficiles à digérer. Mais ce que posait Jung, c'est que l'ère du poisson euh, a euh, mis, j'allais dire, en lumière que le mal, c'est l'absence de bien, c'est-à-dire c'est le privatio boni, avec le Christ et l'antéchrist. Hein, et dans les théoriciens du christianisme, là où il y a du bien, il ne peut pas y avoir de mal. Alors bien sûr, il y a une grande ambiguïté parce qu'on a quand même les enfers, hein, mais il y a vraiment cette idée que le mal ne peut provenir du bien parce que si il vient du bien, il ne serait pas mal. Quelque part, quelque chose comme ça. Et ce que va amener Jung, c'est que l'ère du Verseau va demander justement de reconnaître l'existence du mal en posant le problème de l'union des opposés et que le mal, hein, ça j'ai repris, ça ne pourra pas être résolu quelque part par la philosophie, l'économie, et je paraphrase, la religion, mais par l'homme comme étant individu. Qu'est-ce que ça suppose? Ben, ça nous demande quelque part de faire notre travail plutonien à l'intérieur, c'est-à-dire d'aller regarder en nous notre ombre, en sachant que l'ombre, au sens jungien, n'est pas toujours négative, c'est-à-dire, alors je ne renie pas ce que peut être Pluton, mais ça peut être des choses qu'on a refoulées, des choses qu'on a oubliées, des choses que notre enfance ne nous ont pas permis. Hein. Mais c'est vraiment réconcilier en soi la tension des opposés pour quelque part éviter de projeter cette énergie. Hein. Je ne sais pas si ceux qui connaissent Jung doivent se rappeler que Jung avait eu des rêves avec notamment le dieu germanique Wotan, qui lui avait mis quelque part en garde de tout ce qui allait arriver pendant les années 30 et après ce qu'on connaît donc de la montée des totalitarismes, des fascismes et de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc il y avait cette force quelque part refoulée qui s'était matérialisée dans le monde. Hein. Donc voilà, comme je vous le dis, je prétends pas maîtriser totalement ces sujets très philosophiques sur la question du mal, mais je pense que pour ceux qui aiment voir l'astrologie comme beaucoup plus, j'allais dire, que de la prédiction ou des horoscopes, mais vraiment comme aussi une manière symbolique de réfléchir sur des questions philosophiques, politiques, économiques, symboliques, spirituelles, psychologiques. On a vraiment quelque part de quoi faire avec la richesse des symboles. Ça n'empêche pas d'être témoin des fois d'une certaine atrocité de ce qui peut se passer, mais ça peut permettre aussi de nuancer et de contribuer malgré tout à faire sens sans réellement faire sens. Hein.
Et justement, ce que rajoutait Jung, c'est que cette notion, justement, entre guillemets, enfin, cette notion du mal peut se cacher sous bien des noms. Hein. C'est pas forcément incarné dans le diable, comme à l'époque, hein, on parlait beaucoup du diable. Bah là, il y a des choses beaucoup plus ambiguës au nom au nom de la sécurité des peuples, au nom du bien-être, et surtout pour lui, derrière l'idéalisme et tous les ismes, puisque le doctrinarisme, enfin les doctrines sont les pires. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que le verso va nous poser, je pense, d'un point de vue beaucoup plus profond, certaines de ces questions. Hein. Et d'un point de vue individuel, on associe beaucoup, hein, c'est Luc Biget qui a beaucoup apporté ça, c'est l'idée de Pluton en lien avec le mythe du docteur Faust, hein, qui est un des derniers mythes modernes, qui est aussi le culte de l'individualisme, où dans certaines versions, le docteur Faust est un alchimiste, où il est un médecin, il s'ennuie parce qu'il cherche quelque chose, il a donc une soif d'absolu, il a une soif de connaissance, et plus rien ne le séduit, plus rien ne le passionne. Et du coup, il y a quelque chose, comme toujours, qui est décidé entre Méphistophélès et Dieu. Et Méphistophélès vient se présenter à Faust en lui promettant, s'il signe un pacte, de lui apporter tout ce qu'il désire, la connaissance absolue, la vérité, et bien sûr au prix de sa liberté, de son cœur, de sa capacité à symboliser. Et parfois, pour certains d'entre nous, alors ça va dépendre de notre thème, mais les aspects à Pluton que vous pouvez avoir en transit, alors peut-être pas demain ou ces jours-ci parce qu'il y a un aspect de Mars-Pluton, ça peut être des moments où on sent que la vie nous fait, j'allais dire, ou nous met face à ce pacte faustien à l'intérieur de nous, c'est-à-dire est-ce que en agissant de telle manière, je vais corrompre mes idéaux? Qu'est-ce qui motive vraiment mon désir d'agir, mon désir d'être reconnu? À quel prix? Est-ce qu'il y a un désir de puissance et de contrôle? Est-ce que je suis surtout en verso en train d'œuvrer pour le bien commun ou pour galvaniser mon image ou pour narcissiser ma personne? Voilà, c'est des questions, souvent, je suis désolée, mais il y a aussi cette facette-là. Mais c'est l'idée aussi derrière que Pluton, il va révéler les motivations inconscientes, mais il peut aussi nous montrer euh, quel est le prix à payer et est-ce qu'on ne va pas se piéger et se retrouver finalement prisonnier d'Hadès, sans possibilité de remonter à la surface. Et la surface est symbolisée souvent par, bah, là on pourrait même dire le lion qui est en face, le cœur, l'innocence, la spontanéité. On pourrait pousser à l'extrême dans un désenchantement total de notre société. Euh, Si on la regarde très froidement, si on la regarde très intellectuellement, enfin, il y a de quoi, hein, je pense que tous, se perdre un petit peu quelque chose d'un enchantement. Hein. Et c'est vrai que l'idéalisme parfois du Verseau peut nous donner cette froideur, ce désenchantement du monde humain, ce désenchantement de nos voisins, ce désenchantement de ce qui nous entoure. Hein. Et je pense que Pluton, il peut nous faire toujours nous montrer ou nous révéler, est-ce qu'on n'est pas sur la, la tangente, hein, de pouvoir, j'allais dire, faire des choix qui vont nous emmener d'un côté ou de l'autre sans forcément être manichéen. Tout est un processus et tout est cycle. Hein. Et peut-être parfois il faut toucher Pluton près pour vraiment voir que c'était pas aussi la direction pour nous. Il y a aussi quelque chose dans Pluton-Mars qui est très en lien avec l'érotisme. Hein. D'ailleurs, Pluton a été découvert au moment où il y a eu aussi toute la peinture érotique. On peut penser à Picasso. Alors, je sais plus, je suis pas sûre que ce soit les Demoiselles d'Avignon, mais voilà, il y a toute cette représentation aussi très sensuelle, très érotique, très sexuelle. Donc, c'est vrai que c'est des thématiques qui peuvent nous activer aussi, enfin, pardon, des aspects, hein, qui peuvent nous activer sur la façon dont on utilise notre énergie vitale, notre libido. Et d'ailleurs, hein, souvent, dans les moments extrêmes d'intensité comme va être Mars-Pluton, il y a aussi parfois cet appel de transcender et de pas forcément réagir à la violence, à la friction intérieure, mais en faisant quelque chose. Alors, est-ce que c'est de l'art ou en créant ou en faisant justement une action qui a du sens pour nous et pour les autres, mais on est vraiment dans le champ lexical de la force vitale, de l'intensité, de l'explosion volcanique, d'une lutte aussi en nous
entre un Mars qui veut préserver et s'auto-préserver et Pluton qui veut nous amener à transcender, c'est-à-dire à transformer les choses. Vous savez, le changement est inéluctable. Et ça, vous pouvez vraiment utiliser. Il y a une branche de l'astrologie qui s'appelle l'astrologie évolutive que j'avais étudiée à un moment que j'ai pas forcément que j'ai pas forcément qui est pas forcément la plus marquante dans ma pratique. Donc c'est celle de Jeff Green et qui peut être intéressant aussi pour regarder d'une autre manière cet aspect Pluton-Mars. Donc pour lui, Pluton va symboliser l'âme et l'évolution. Hein. Alors il faut savoir que Jeff Green, c'est assez intéressant, il a reçu dans un rêve en sanskrit toute sa vision de l'astrologie. Hein. Et donc l'âme est entendue comme une conscience immuable qui a sa propre identité et qui reste intacte de vie en vie. Et la base de l'astrologie évolutive, c'est que l'âme a deux désirs, se séparer de ce qui a créé l'âme, donc de la source, et à la fois d'y retourner. Donc c'est ces deux désirs contradictoires qui créent les drames collectifs et les évolutions collectives. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que d'un point de vue astrologie évolutive, les transits de Pluton dans vos thèmes ou même collectifs sont justement des accélérations d'évolution et peuvent se manifester par des événements cataclysmiques pour provoquer justement ce que l'âme a choisi. Et ça peut être aussi, c'est ce qu'expliquait en tout cas Jeff Green, qui expliquait pourquoi il y avait différents types de vie qui étaient très liés au positionnement Pluton. Vous avez l'impression qu'il y a des personnes, tout le temps, il y a des choses qui arrivent et qui transforment, et avec beaucoup de catharsis. Et puis il y a des vies un peu plus plates. Alors ça va dépendre forcément de nos croyances, de notre manière de voir le monde, en sachant aussi que il faut jamais regarder une vie à l'échelle d'une vie. Hein. Et dans ce contexte-là, Mars, c'est l'ingent, on pourrait dire, qui va vouloir réaliser les désirs de l'âme. Hein. Donc on retrouve toujours cette idée de l'octave inférieure de Pluton. Donc c'est la composante consciente de nos personnalités, c'est celui qui va vous inciter à agir, qui va vouloir mettre en place des actions pour satisfaire les désirs de l'âme. Donc quand il est, j'allais dire, conjoint à Pluton, on pourrait voir aussi ça comme un reset. Et d'ailleurs, dans cette branche de l'astrologie, vous pouvez regarder la phase de l'âme en lien justement avec vos désirs en regardant Mars-Pluton. Donc là, c'est comme si Mars-Pluton serait en nouvelle lune. Donc symboliquement, collectivement aussi, au moment où beaucoup Neptune, Saturne vont rentrer au bélier, on pourrait dire que c'est comme si on a un reset de vraiment notre façon d'agir. Est-ce qu'on répond au désir de l'âme? On verra que c'est très lié aussi à Neptune en bélier. Est-ce qu'on agit depuis cet instinct de transcendance, d'évolution, ou est-ce qu'au contraire, on est en train de stagner, d'être dans quelque chose de plus involutif. Hein. Mais il y a toujours cette idée quand même, alors ça va dépendre, mais c'est aussi très jungien, qu'on va toujours normalement vers une évolution. Mais je trouve que c'est intéressant parce que d'un point de vue plus symbolique, plus intérieur, pour sortir un peu aussi de la noirceur plutonienne et de Mars et du combat et des figures qu'on peut voir et des menaces et des attaques, il y a vraiment cette idée aussi à un niveau intérieur de cette possibilité, oui, de reset ou d'une nouvelle lune, de s'interroger si on est en train de mener à bien des actes, de poser des actes concrets qui sont à l'écoute de ce que notre âme, quelque part, a choisi pour nous et de son désir d'évolution. Donc pour ça, vous pouvez aussi regarder vos thèmes, vous pouvez regarder où est votre Mars, où est Pluton, et forcément, là où a lieu la conjonction, il peut y avoir ce reset. Hein. Donc, voilà pour Mars-Pluton. Et donc, Mars-Pluton se fait le lendemain de l'entrée de Neptune en bélier. Donc, ça, c'est intéressant parce que Neptune en bélier, du coup, va toujours, Neptune en bélier, il va toujours répondre à ce que fait Mars pendant les 14 ans. Hein. Donc là, j'allais dire, il entre en faisant du bruit, parce qu'avec une conjonction Mars-Pluton en sextile de Neptune en bélier, à la fois cette menace et la sensation que quelque chose est en train de se terminer, mais la résistance au changement que peut aussi indiquer Mars-Pluton au niveau de tout ce qu'on a travaillé en Capricorne, c'est-à-dire des structures obsolètes de pouvoir, elle se fait énormément sentir. Donc Neptune en bélier, c'est pas évident, je vous l'avoue intuitivement,
parlant. Pourquoi? Parce que vous avez le principe neptunien de la dissolution, de la participation mystique, euh, de la sensation d'être relié au sacré et au plus grand, qui se trouve dans le domicile céleste de Mars, dans un signe du bélier qui va lui donner une énergie de volonté. Le bélier, c'est le lieu de l'exaltation du soleil, donc c'est un lieu d'individualité, c'est le besoin d'exister, et quelque part, on a Neptune en poisson qui nous parlait vraiment de ce retour à la source, de ce retour à l'originel, de participer à quelque chose de plus grand. Et ce Neptune en bélier qui demande à s'incarner et à émerger avec forcément, et je ne prétends pas encore une fois exprimer, c'est espagnol, mais vous savez, euh, arriver à donner tous les aspects multivalents de l'archétype, mais Neptune a énormément de dimensions. Beaucoup de gens voient Neptune, c'est la spiritualité, mais Neptune peut avoir une dimension politique. Et la dimension politique, par exemple, de Neptune, que l'avait beaucoup très bien montré Démétra Georges dans un cours auquel j'avais assisté il y a quelques années, c'est la radicalisation des esprits. C'est-à-dire que c'est Neptune qui vous insuffle, et c'est pour ça qu'on dit souvent que Neptune est lié au Parti communiste ou au communisme, parce que il vous insuffle ce rêve d'un nouveau monde, cet idéal. Donc vous imaginez qu'avec Neptune en bélier, c'est si l'idéalisme ou le fanatisme s'incarne, il peut s'incarner en effet dans des individus qui vont émerger avec une aura de mission, avec une aura de rédempteur. Alors, je ne vous dis pas que le nouveau Christ va arriver, mais vous voyez, il peut y avoir comme ça des incarnations individuelles qui se sentent missionnées, hein, Neptune, d'une dimension sacrée, mais avec ce côté radical aussi d'insuffler euh, quelque chose de nouveau, parce qu'on est dans le bélier, de conquête, de belliqueux, à la fois aussi, bien sûr, on va voir dans la lumière, de courageux, d'audace, d'oser incarner quelque chose, d'avoir le courage de nos actes, hein. Mais quelque part, Neptune, on l'a très bien vu, je trouve, dans le poisson. Il a romanticisé un petit peu les thématiques poissons, beaucoup de spiritualité, de dissolution, love and light, on est tous un. Là, il peut romanticiser le bélier. Donc, pour le meilleur et pour le pire, il peut à la fois aussi le romanticiser, mais être source de grandes désillusions en lien avec les quêtes individuelles. Le bélier, la dernière fois qu'il a été visité par une transpersonnelle, c'était Uranus, et c'était de 2011 à 2018, où vous avez tout l'émergence de l'entrepreneuriat, hein. Donc Neptune, il peut venir aussi par rapport à ces thématiques de l'entrepreneuriat, soit mettre à la fois certaines désillusions ou le réenchanter différemment, hein, ou lui donner un nouveau sens, hein. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec l'identité, puisque le signe du bélier, c'est aussi toute la quête identitaire de ce je suis, qui là pour le coup a été travaillé par Chiron depuis aussi 2018. Hein. Chiron va sortir dans le signe du taureau et repasser, mais à la fois une radicalisation et un fanatisme des identités, mais aussi une dissolution pour certains de quelle est vraiment mon identité, ou comment peut-être le concept d'identité des fois me limite de participer à quelque chose de plus grand, hein, Neptune. Et je pense aussi beaucoup que au niveau individuel, et là où vous avez du bélier dans votre thème, même si on sait que pendant 2 ans et demi, comme il y aura aussi Saturne pas loin, on va peut-être avoir plus de difficultés ou plus ce que je veux dire, ça va être plus tendu, hein, de vraiment sentir Neptune en bélier. Et à la fois, on va avoir cette exigence que si on voulait rester flou, on va être obligé de manifester les choses. Et au niveau individuel, il y a quand même cette idée d'incarner et d'avoir le courage d'incarner quelque chose comme une nouvelle quête héroïque, hein, mais qui Saturne, on le verra quand il va rentrer en bélier le 13 février, et leur conjonction, je crois, le 26, nous oblige à incarner, à accepter les limitations, hein. Euh, et comme toujours, hein, avec Neptune, vous pouvez soit écouter les muses et du coup être inspiré, soit écouter les sirènes et être enchanté et être échoué sur le côté, hein. Mais je trouve qu'il y a, c'est comme si, pour ceux surtout, on a du mal à agir, à se mettre en mouvement, à manifester, à oser voir la beauté de nos identités ou de ce je suis parce qu'on ne se sent pas légitime, pas suffisant. Voilà, parce qu'on a tous nos casseroles et du coup, on n'a pas forcément une personnalité très marquée.
Neptune, il peut nous demander d'avoir le courage parce qu'on arrive à voir que jouer le jeu de l'individualité va servir un dessein plus grand, même si c'est exigeant, comme je vous dis, dans les 2 prochaines années avec Saturne. Mais c'est l'exigence aussi de se sentir relié pour trouver du sens et pour continuer à agir. Hein. Il peut y avoir aussi, hein, je crois que c'était Ilay aussi qui le disait dans son post, et ça c'est quelque chose, si Neptune c'est le Christ, le bélier et l'ère du bélier a imposé les religions monothéismes, un retour aux religions monothéistes, hein, ou en tout cas aux religions oui, qui incarnent quelque part ce concept-là hein, du Christ qui s'incarne, hein, euh, comme aussi un désenchantement, hein, mais en tout cas une quête de sens qui va nous demander, je trouve, beaucoup de courage, beaucoup d'audace, d'oser vraiment quelque chose, tout en acceptant que sans doute, euh, il peut y avoir, comme je vous disais, des personnages qui vont incarner vraiment l'ombre de ces aspects, hein, avec un côté, et du coup aussi l'ombre du bélier j'allais dire, forcément, mais je pense qu'on va peut-être plus voir comment cela se manifeste quand on va avoir, je crois que c'est au mois de mars, Mars en bélier, Neptune en bélier, Saturne en bélier, hein, on aura plus de compréhension. Et peut-être pour finir, hein, je ferai la vidéo sur la pleine lune. J'essaierai sans doute de l'enregistrer vendredi ou samedi pour que vous pouviez la voir un petit peu, mais sinon je trouve que ça faisait une vidéo trop longue. On a aussi jeudi hein, quand même un joli aspect entre Mercure et Vénus, donc assez propice au dialogue, assez propice à l'échange et assez propice au partage. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle semaine.